Du coup, Loïc, merci d'avoir accepté cette petite invitation. Et pour commencer, ça va être très simple. J'aimerais que tu te décrives en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. La personne ou les personnes que j'ai dans ma tête. Parce que du coup, ça fait quand même beaucoup là. Ah ouais, mais peut-être la personne qui englobe le tout. En une phrase. Écoute, je pense que je suis quelqu'un de passionné, de franc, comment dire, de quelqu'un de passage, mais, mais quelqu'un d'entier. Et voilà, j'ai pas, j'ai du mal à dire ce genre de truc. J'ai l'impression, tu sais, de me lancer des fleurs. Donc, je sais pas, j'ai mes défauts aussi. Je pense que je suis très perfectionniste. Et, euh, et je demande beaucoup aux gens autour de moi d'être perfectionniste, malheureusement. Vu que je veux la perfection pour moi, j'estime qu'en face, je dois avoir la même chose. Et voilà, je suis quelqu'un de bienveillant. Donc, euh, donc je sais pas si c'est. Je pense que c'est des belles valeurs. Après, est-ce que c'est des valeurs qui, dans le monde aujourd'hui, sont nécessaires pour avancer et pour, entre guillemets, percer et s'épanouir? Je sais pas. Voilà. Mais c'est moi, du coup, je reste entier. Ok. Et du coup, le nom de mon podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Donc, pour t'expliquer, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et en fait, il y a une phrase qu'elle dit qui me parle beaucoup. C'est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir si cette phrase te parle et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Elle parle à contre-coup, j'ai envie de te dire. Parce que c'est quelque chose, je prends mon expérience, hein, forcément, on est là aussi pour parler de ça. Et, euh, et elle me parle à contre-coup parce que j'ai toujours fait les choses comme j'avais à cœur de les faire, sans jamais me dire je vais percer, je vais percer, je vais percer. Tu vois, c'était plus j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Et après, bah, moi, dans ma carrière, bah, c'est des opportunités qui ont fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça m'a fait arriver là où j'étais. Et après, c'est devenu un objectif de vie, au final, de passer professionnel. Donc, oui, ça me parle, mais au début, ça m'aurait pas parlé. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je suis pas né, et à 5 ans, te dire, je rêve d'être cycliste professionnel, quoi. Donc, j'ai cet objectif-là, et sois patient, tu l'auras, machin. Donc, voilà. Ok. Et justement, tu parles de ta jeunesse. Moi, j'aimerais savoir ton enfance, ton adolescence, comment tu as vécu ces périodes-là de ta vie? Quelles étaient peut-être tes visions à ce moment-là, tes rêves à ce moment-là? Bah moi, j'ai plutôt bien vécu hein, toutes ces années-là parce que j'ai jamais été vraiment un sale gosse, un sale ado. Tu vois, j'ai pas fait de crise d'ado, j'ai une éducation plutôt carrée avec un père militaire, une mère au foyer, tu vois. J'ai fait des conneries évidemment, mais pas plus que ça. Et, euh, et je l'ai plutôt bien vécu. Tu vois, j'ai que des gens bienveillants autour de moi. Voilà, des parents ultra à l'écoute. Un père très absent de par son métier, mais une mère très présente aussi. Tu vois, donc j'ai vraiment vécu la dream life durant toute ma jeunesse. Tu vois, j'ai grandi à la campagne. J'allais à l'école en vélo à 3 bornes de là. Je faisais du VTT toute la journée dans le village, tu vois. On a forcément fait des conneries avec les copains, mais tu vois, c'est pas la vie que les jeunes ils vont avoir aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, on faisait clairement ce qu'on voulait, tu vois. Je trouvais une cabine téléphonique, hop, je faisais un appel PCV. Alors, je sais pas si vous aviez ça en Belgique. Appel PCV, tu faisais, c'était étoile 3006, je crois. Et du coup, après, tu pouvais taper n'importe quel numéro de téléphone, tu l'appelais, mais c'est lui qui payait la communication. J'arrivais, cabine téléphonique, hop, j'appelais ma maison, j'appelais ma mère. Ouais, je vais jouer chez Julien, je rentrerai pas à cette heure-ci. Ok, vas-y, c'est parti. Et vas-y. Et tu vois, on vivait comme ça, quoi. Donc, ouais, franchement, j'ai grave kiffé ma jeunesse et mon enfance. Je pense que j'avais beaucoup de liberté. Et est-ce que avoir un père un peu absent, c'est quelque chose qui a été difficile pour toi à ce moment-là? Bah, je sais, de parler, dire de ma mère, oui, j'ai fait des gros épisodes de dépression, gamin. Moi, je t'avoue que j'ai occulté totalement en grandissant. Et après, à l'adolescence et tout ça, je ne l'ai pas forcément ressenti. Et voilà, enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait passé à la trappe.
Bon, apparemment, je l'ai mal vécu petit. Par la suite, j'y ai pas attaché plus d'importance que ça. Peut-être que ça a Mhm. joué sur certaines choses, mais j'ai jamais vraiment mis le doigt dessus. Tu vois. Ouais. Et du coup, comment ça se passait au niveau scolaire, ton rapport à ce moment-là avec la façon dont fonctionne le système scolaire? Ça a été, t'étais pas T'as eu des dedans? infos, toi, ou quoi? Complexe. Complexe. La scolarité, j'ai j'ai jamais été un bon élève. J'ai jamais eu des moyennes de fou. J'étais pas un mauvais élève pour autant, tu vois, mais ça me gonflait. En fait, j'étais pas à ma place. L'école, c'est pas ma place. Être assis sur une chaise toute la journée et apprendre des trucs écrits au tableau, c'était pas mon truc, c'était pas ma came, ça me plaisait pas. Et du coup, je faisais aucun effort pour ça. Et donc, bah, forcément, scolarité, je crois que j'ai redoublé une petite classe, hein, le CE2, il me semble. Donc j'ai changé d'école par la suite. Dans cette école, l'autre école, ça se passait super bien. J'avais un maître qui était adorable et tout, donc trop cool. Après, je suis arrivé au collège et au collège, l'enfer. Toujours pareil, tu sais, c'est un peu le truc de la note. Il faut être le meilleur, il faut être le machin. Mais tu sais, être le meilleur dans un domaine qui n'est pas le tien, tu peux pas faire les efforts pour. Tu vois, c'est comme si j'ai été cycliste, les cyclistes pro. C'est comme si tu m'avais dit, bah, faut que tu sois le meilleur sur le terrain de foot. Bah ouais, mais en fait, c'est pas du tout mon univers. Qu'est-ce que tu veux que je sois bon là-dedans alors que déjà, j'aime pas ça. Et en plus, tu vois, tu feras pas les efforts. Si t'aimes pas ça, tu peux pas faire les efforts pour. Donc, non, après, j'ai vite dévié et je suis parti dans un système professionnel où j'ai fait un bac pro commerce et le bac pro commerce que j'ai fait en sport-études. Donc ça m'a grandement aidé à pouvoir allier vélo et études. Clairement, ils nous l'ont donné le diplôme hein, parce qu'on était sportifs de haut niveau. Donc, fallait être là minimum et fallait suivre les cours et il fallait pas être trop, entre guillemets, idiot. Parce que bon, j'aime pas trop ce terme-là dans le système scolaire parce que tu regardes aujourd'hui, les trois quarts des mecs qu'on disait c'était les idiots, les derniers de la classe, c'est tous ceux qui ont réussi, hein, clairement. Donc, si tu savais un peu te démerder et tu cogitais un minimum, ça passait. Donc, du coup, bah, j'ai eu mon bac pro et voilà. Mais rien de fifou dans les études. J'ai arrêté là. C'était le deal avec mes parents. On veut que tu aies ton bac. Du coup, je leur ai donné le papier. J'ai dit, j'ai le bac. Maintenant, je vais faire du vélo. Et tu vois, justement, je trouve que la société, elle nous met vite dans ce moule-là où tu dois faire ta scolarité, ensuite tu dois faire des études, ensuite tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois acheter une maison, tu dois travailler pour gagner de l'argent, pour avoir ta retraite. Et si tu fais pas ça, on va te regarder avec des gros yeux, on va se dire qu'est-ce qu'il fait. Si par exemple, je sais pas, tu commences à partir en voyage pendant 2 ans, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout, c'est un branleur. J'aimerais savoir ce que tu penses, toi, de tout ça. Et ben, du coup, je fais peut-être partie des branleurs alors. Mais je pense que cette mentalité-là, elle est en train de changer. Ça, c'est beaucoup nos parents qui nous prennent pour des branleurs, à nous voir faire ça parce qu'on leur a toujours inculqué, justement, il faut ça, 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 c'est les étapes de la vie. Aujourd'hui, tu vois, on arrive à un certain âge, pas des vieux, tu vois, mais j'ai passé les 30 ans et je côtoie des gens qui ont 30, 40 ans et eux, pareil, ils ont cette vision-là du bah en fait non, sois heureux, il n'y a pas besoin de faire des enfants, d'avoir la maison, de se marier, il y en a toujours. Mais aujourd'hui, tu regardes le schéma de comment les gens travaillent. Maintenant, les jeunes, ils vont travailler pour avoir de l'argent. Une fois qu'ils ont assez d'argent, ils arrêtent, ils se font kiffer, ils partent en voyage, ils font autre chose. Donc, je pense que ces mentalités-là, elles changent. Moi, je suis pro, fais ce qui te plaît, mais oublie pas que tout ne tient qu'à un fil. Tu vois, sois pas fou pour autant. Crame pas tout. Il y en a plein qui gagnent beaucoup d'argent dans le sport et tout, et le jour où ils arrêtent, eh, vas-y, c'est la vie d'Aloca et machin. Non, mais oublie pas que tu as deux bras, deux jambes, derrière, il va falloir payer des factures. Donc, mets de l'argent de côté, crame et mets de l'argent de côté. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu. Parce que si t'arrive quoi que ce soit dans ta vie, tu vois, moi, c'est un peu ce que je vis depuis 2 ans, où je me cherche un peu professionnellement, machin, truc. Et ben, si j'avais pas eu mis l'argent de côté que j'ai mis pendant que j'étais coureur, oh, je serais déjà à la rue depuis 1 an ou 2, hein. Mais c'est sûr. Donc, en fait, il faut réussir à jongler un peu sur les deux mindsets.
où justement, faut coffrer un peu, faut avoir de la sécu, mais vis ta vie, t'en as qu'une. C'est Mm. pour faire du 8h, 18h tous les jours et avoir que 2 jours de kiff par semaine. Je pense que c'est pas la peine. Tu vois, on n'est pas sur la planète pour faire ça. Et justement, tu parles de être heureux. Pour toi, comment tu définirais le bonheur? Bonheur, c'est avoir plein d'argent, plein de bécanes et en vacances tout le temps, tu vois. Non, le bonheur, je pense que c'est assez simple, mais je pense que c'est d'avoir un bon entourage déjà. Si tu es bien entouré, le bonheur ne tient qu'à un fil, tu vois. Faire une activité qui te plaît, qui te laisse du temps pour faire d'autres activités qui te plaisent et qui forcément te rapportent pas forcément d'argent ou quoi, on s'en fout, mais dans lesquelles tu t'épanouisses et avoir un bon entourage. Je pense que c'est ça qui rend plus facilement les gens heureux et c'est ça qui, pour moi, me rend et me rendrait plus heureux, tu vois. Mm. Vraiment, avoir une stabilité financière avec un métier qui me plaît et quelque chose qui te plaît, et avoir un bon entourage, la bonne copine, des enfants si tu en as, ou tu vois, vraiment être épanoui là-dessus. Et à mon avis, c'est le 7 qui Mhm. marche grave. Et le bonheur, tu vois ça comme un objectif à atteindre ou plutôt quelque chose à trouver quotidiennement? Il faut l'avoir quotidiennement, sinon tu peux pas avoir d'objectif à atteindre en fait. Si tu es enfermé dans une bulle à vouloir quelque chose à tout prix, tu peux pas, enfin, selon moi, hein, tu peux pas accéder au bonheur. En Mhm. fait. Tu te cloisonnes trop. C'est important de se focaliser sur des choses qui vont t'apporter plus de bonheur, mais pour autant, il faut pas en oublier le reste, quoi. Ouais. Et ouais, il y a plein de sportifs, enfin, moi je les citerai pas, mais des mecs qui ont gagné énormément d'argent dans le vélo, notamment, et pour autant qui se comportaient vraiment comme des connards, il faut le dire, avec le public, avec l'entourage sportif, avec voilà. Et tu te dis, bah, les gars, ils ont le pognon. Finalement, ils arrivent à trouver une nana avec qui se marier. Alors, tu te dis, mais comment? Le mec, c'est le plus gros des cons, mais il a trouvé une nana. Et tu te dis, mais ces gars, ils sont pas heureux, c'est pas possible en fait. Tout le monde les déteste parce que les gars, ils ont pas fait le bien une seule fois dans leur vie ou dans leur carrière. Ils ont pensé qu'à leur gueule. Et tu te demandes comment ils peuvent accéder au bonheur. Pour moi, c'est pas possible. Tu vois. Ouais. Et selon toi, est-ce que tu peux être heureux sans spécialement posséder beaucoup de choses matérielles? Je pense que tu peux, parce que le matériel, on se l'est créé, hein. On va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on s'est créé depuis des années et tu vois, on est dépendant de nos téléphones. Chose que quand j'étais gamin, un téléphone, mais pourquoi faire? Tu vois? Donc, je pense qu'on s'est créé tous ces besoins et aujourd'hui, ça contribue grandement au bonheur. Mais je pense que tu peux avoir tout le matériel que tu veux si t'as pas au moins l'entourage ou le job qui te fait vibrer, bah, tu peux pas être heureux, quoi. Mhm. Tu te retrouves dans ton canapé avec ta télé à je sais pas combien, avec tes jouets dans le garage, avec bah ouais, mais qu'est-ce qu'il en est de tes amis? Qu'est-ce qu'il en est de ta famille? Qu'est-ce qu'il en est de... Ah, des amis, tu vas en trouver plein, hein, si t'as du pognon. En général, t'en trouves un paquet. Redescends et après on voit. Ouais. Et toi qui as justement connu le haut niveau, tu dirais que c'est quoi là où les choses que tu as le plus appris avec le haut niveau? La discipline, je pense que c'est le truc qui m'a le plus. Parce que j'ai toujours. Tu sais, je suis toujours un sale gosse, moi. J'ai toujours. Tu sais, éducation militaire et tout, mais j'ai beaucoup de mal avec les règles. Et je pense que ça m'a beaucoup appris la discipline. Et, et non, pour moi, c'est peut-être le truc qui. Et après, l'expérience humaine, les relations humaines. Parce que tu es en permanence avec quelqu'un. Tu vois, quand tu es en déplacement, tu es toujours en chambre à deux. Tu communiques toujours avec tout le monde. Ton entraîneur, tu le téléphones tous les jours, voire tous les 2 jours, tu vois. C'est ouais, peut-être les relations humaines et peut-être arriver à cerner les gens plus vite aujourd'hui. J'avoue que j'ai des facilités pour cerner les gens assez vite. Et j'arrive vite tu vois, à caser les gens à droite, à gauche. Lui, il est là par intérêt. Lui, ok, je sens que c'est quelqu'un de bien. On peut vraiment s'entendre. Voilà, je pense que les relations humaines et la sociabilisation au global, ça t'apporte énormément dans le sport. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Et est-ce que tu trouves que dans le sport, les personnes sont plutôt bienveillantes ou c'est un peu un monde de requins?
C'est un monde de que de requins, mon pauvre. C'est... Je vais te dire, tu vois, quand tu arrives dedans, tu te dis, c'est trop bien. Enfin, après, moi, je parle de mon sport, c'est toujours pareil, je connais pas les autres. Donc, mais je pense que c'est un peu toujours pareil, que ce soit le sport, le monde de l'entreprise, un peu toujours la même chose. Moi, dans mon sport, quand tu es en amateur, tu pars faire du vélo avec les copains le week-end. Tu vois, tu pars en course, tu traverses la France, tu fais 8 heures de camion avec Dédé le mécano qui a 60 balais, tu vois, donc il te raconte toutes ces histoires avec les copains que tu retrouves le week-end du club, tout ça. Et là, tu pars un peu en. C'est la colo, quoi. Et tu fais du vélo, mais tu fais les choses bien, et puis tu gagnes ou tu gagnes pas, et puis tu apprends des choses, tu te fais engueuler parce que tu as mal fait la course ou pas, tu apprends des choses. Quand tu passes professionnel, c'est ton métier. Et là, quand c'est ton métier, c'est encore autre chose. Parce que là, tu arrives et tu dois rendre des comptes. Parce que tous les mois, tu as un salaire qui tombe, tu as des collègues, c'est des collègues de travail, on te dit équipiers, mais c'est des collègues de travail. Chacun veut tirer la couette de son côté, faut pas l'oublier. Même si tu es là en tant qu'équipier ou truc, il y en a toujours, ah, mais il en garde un peu pour faire un résultat, pour ceci, pour cela. Enfin, moi, ça a été un peu comme ça, tu vois. Donc, donc tu arrives vite et tu comprends vite que c'est un monde de requins. Moi, ça ne me correspondait pas parce que je suis quelqu'un, comme je te dis, très entier, très franc. Et si ça me gonfle, je vais te le dire. Si je t'aime pas, je vais te le dire. Si je t'adore, je vais te le dire. Plus difficilement, mais je vais te le dire. Et du coup, c'est un monde vraiment où tu n'as pas le droit de laisser transparaître quoi que ce soit sinon tu es mort. Et tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui de prépa mentale, de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a bien avancé. Mais moi, à ma période, à mon époque, si tu montrais la moindre faille, t'étais mort. Monde de requin. Les mecs, ce qu'ils voulaient, c'était de bouffer. Aujourd'hui, j'ai eu les exemples quand j'ai arrêté ma carrière, hein. Franchement, si tu regardes le nombre de mecs avec qui j'ai gardé contact dans le peloton pro, alors il y en a plein. C'était les mecs, les rigolos, les gars avec qui tu t'entendais bien et tout, mais c'était pas forcément des rivaux, tu vois, sur le vélo. Par contre, 80% des mecs avec qui je parlais, avec qui je m'entendais bien, plus de nouvelles. Rideau. Rideau, du jour au lendemain. Donc tu te dis, ok, en fait, je m'étais pas trompé, c'est vraiment un monde de fou. Alors après, il n'y a que les meilleurs qui restent, hein. Tu vois, j'ai gardé des très bons contacts avec des mecs, tu vois, des Kevin Reza, qui couraient chez Europcar, Total Energy et tout ça, avec qui on n'a jamais été en équipe ensemble, mais on s'entendait bien sur le vélo. On se faisait un peu la guerre parce qu'on avait plus ou moins le même poste, mais on s'entendait bien, tu vois, avec Christophe Laporte, c'est resté un ami super proche, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que je les compte peut-être sur les doigts d'une main, les mecs avec qui je suis resté très Mm. proche du milieu professionnel. Ouais. Ouais, bah ça, c'est le sport de haut niveau, hein. Je pense que c'est un peu comme ça partout. Il y a de la Ouais, rivalité au final, même dans une même équipe. Bah, si le mec il est à la même place que toi, ben tu peux pas ne. Enfin, d'office, tu veux le bien de l'équipe, mais il y a un moment où tu veux ton bien aussi à toi, et donc ça fait en sorte que si tu veux le mal, entre guillemets, de l'autre gars, quoi. ouais. Mais moi, j'ai jamais été comme ça. Du coup, sur le vélo, j'ai toujours été à 200%. Tu m'as fixé une mission, il faut emmener la porte au sprint. Je vais l'emmener à 200%. Je vais tout mettre pour. Tu vois, je vais pas me poser de questions sur le lendemain, est-ce que je serai bien parce que l'étape, elle me correspond un peu ou non. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait défaut, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup donné. Et en fait, ça n'a pas forcément été valorisé. Ouais, Il y a des mecs qui avaient mon profil et mon niveau, ou moins bon, ou mieux, ou voilà, qui ont fait des carrières beaucoup plus longues et qui se sont retrouvés dans des équipes qui peut-être géraient les choses différemment. Donc moi, je tape sur personne, je tape pas sur l'équipe et tout. C'était à moi aussi. Si j'avais envie, bah, tu vois, tu viens du basket, du coup, tu connais la ref, un dauphin, t'en fais pas un requin. Eh ben moi, j'étais un dauphin. En vrai, j'étais un dauphin et j'avais pas la dalle de bouffer les autres. J'avais la dalle de bien faire pour l'équipe et pour les autres. Donc voilà. ouais. Tu dirais que tu as confiance en toi? Ouais, ouais. En fait, j'ai confiance en moi. Ouais. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je sais faire. Et je suis droit dans mes baskets, donc ouais, j'ai confiance en moi, en ce que je peux faire. Et ouais, Tu as toujours eu confiance en toi? j'ai jamais douté, on va dire. Je sais pas si j'ai toujours eu vraiment confiance en moi depuis toujours, mais j'ai jamais douté que j'étais capable. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une Ouais. petite nuance là-dedans.
et avoir confiance et dire non, mais je vais y arriver, je m'en fous, tu vois, je suis sûr de moi. Et il y a le c'est sûr, je peux y arriver. Tu vois, le je peux et je vais. C'est différent. Donc, ouais, non, je pense que j'ai pas forcément toujours eu confiance en moi, mais j'ai jamais douté de mes capacités. Ouais. Et Pas tu à dirais que l'école, hein, c'est... De quoi? pas à l'école, sur le vélo. Et tu dirais que c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ah ouais, là, tu me poses des questions complicado, que je me suis jamais vraiment posé, en fait. Donc, Il y a un début à tout. ouais, ouais, ouais. Je sais pas, ce serait peut-être de tout perdre, tout ce que j'ai réussi à monter toutes ces années, tout ce que j'ai réussi à montrer, tout ce que j'ai réussi à prouver, et tu vois, sur qui je suis, sur ce que j'ai envie de faire, sur la façon dont j'ai envie de faire les choses, la façon dont je les fais. Et peut-être tout ça, tu vois, perdre tout ça et tu sais, que tout ça soit réduit à néant, quoi. Ouais. Que du jour au lendemain, bah, pas on sache plus quitter, parce que bon, moi j'étais bien content de retourner faire mes courses derrière mon caddie après la Vuelta et que personne me demande d'autographe ou de photo, tu vois. Mais, euh, mais plus ouais, ouais, de perdre tout ce que tu as réussi à monter toutes ces années. Mhm. Où tu te dis, Et putain, il faudrait partir à zéro, quoi. est-ce que la mort te fait peur? Pas spécialement. Je pense pas. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense pas. Tu vois, non. Non, non, non. Je pense pas parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et en soi, peut-être qu'il y a autre chose après. Ah, ça, on sait pas. L'éternel débat. Mais, euh, mais non, non, je pense que c'est pas une fin en soi. Et non, c'est souvent, je le dis en plus, soit je dis au pire, on meurt. Ça, je le dis à mes potes ou quoi. Ou alors, c'est une belle journée pour mourir. Tu vois, quand vraiment on se régale, t'es dans les montagnes ou quoi. Tu vois, je viens de faire un trip en gravel là dans les montagnes. C'était trop beau, mer de nuages et tout. Et putain, ça, c'est une belle journée pour mourir. Donc, je pense pas que j'en ai vraiment peur, quoi. Mhm. Et c'est quoi ta relation maintenant avec l'échec? Une leçon. Aujourd'hui, vraiment, dès que j'ai un échec, je me dis, OK, c'est pas là par hasard. Tu vois, s'il y a eu l'échec, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ou alors, c'est un message qui doit passer. Donc, aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Plus jeune, je le voyais comme une, comment dire, une injustice. Tu vois, quand as tout fait pour, machin, et là, ça marche pas. Tu te dis, c'est pas possible, il y a un truc. Et là, c'est pas normal, on m'en veut, ou machin, ou truc. Aujourd'hui, non, je le prends plus comme une leçon et me dire, OK, ça fait chier. Je me suis beaucoup investi dedans et tout ça, mais peut-être que ça veut dire quelque chose. C'est En fait, quoi le... je relativise plus sur les choses aujourd'hui que ce que je pouvais faire avant, tu Ouais. Tu dirais que c'est quoi le plus gros échec que tu as eu dans ta vie? Que ce soit dans ta carrière sportive ou s'il y en a un qui te vient en tête. vois. Le plus gros échec de ma vie, bah, c'est aussi une réussite, mais, euh, mais je pense que c'est même l'arrêt de ma carrière, c'est peut-être le plus gros échec de ma vie. Parce que je pense que j'avais énormément de choses à prouver encore. Et après, le contexte ne m'allait plus, tu vois, enfin, c'est tout un mood hein, qui fait que aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir arrêté. Hein. Je me dis, j'ai bien fait, je vis ma meilleure vie. Non, là, aujourd'hui, je suis quand même vachement plus heureux sans ma carrière pro que quand j'étais dedans. Mais je pense que c'est le plus gros échec parce que j'avais trop de choses à prouver encore. Trop de choses à montrer, trop de choses à faire. Et du coup, j'ai pas manœuvré ma barque comme j'aurais dû la manœuvrer pour être toujours dans le game et pouvoir faire ces choses-là. Ouais. Et comment justement tu gères le fait que tu es pro et puis du jour au lendemain tout s'arrête? Est-ce que c'est compliqué à ce niveau-là, psychologiquement, mentalement, d'arriver à se fixer peut-être des nouveaux objectifs, vu qu'en fait toute ta vie a été guidée par le vélo et là tout s'arrête, même si évidemment tu fais encore du vélo, mais tu m'as compris. Ouais, bah écoute, au début, tu prends une claque
parce que tu te retrouves là. On t'apprend au mois d'octobre que ta carrière est finie. Enfin, du coup, t'es pas re-signé, machin, dans l'équipe. Et en fait, moi, les opportunités que j'ai eues, ça me plaisait pas. Tu vois, j'étais pas à l'aise à l'idée d'aller dans telle ou telle équipe. Donc, en fait, tu te dis, OK, je viens de vouer 15 ans de ma vie à quelque chose, et je sais que dans 2 mois, c'est plus rien. Les 15 ans de ma vie que j'ai mis là-dedans, je les oublie, je balaye, et je dois faire autre chose. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu as des étapes rock'n'roll, hein. Je ne vais pas parler de dépression parce que je ne l'ai pas eu du tout vécu comme ça. Mais pour autant, tu prends des grandes claques, tu te mets à chialer comme un con dans la rue parce que tu es en train de discuter de projets et tu fais merde, mais je suis une daube, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Et, euh, et pour autant, je pense que j'ai eu énormément de chance parce que dès que j'ai arrêté, alors j'ai eu ces quelques mois difficiles entre le octobre et le janvier, mais, euh, mais de là, j'ai vite repris ma carrière sur YouTube, avec notamment JCN en étant présentateur. Donc ça m'a permis de rester dans le match, où déjà tu restes dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as toujours été dans la lumière pour le vélo, le machin, les courses et tout compagnie. Et là, du coup, je suis resté dans la lumière avec ça, en étant présentateur. Du coup, je le suis même devenu encore plus, parce que les gens, ils te reconnaissent plus facilement. Ils posent vraiment un visage sur un nom. Donc, en fait, ça m'a fait une transition assez légère. Mais je crois que le contre-coup, je l'ai eu là, 2024, où moi, entre-temps, j'ai arrêté la chaîne JCN. J'ai continué à être ambassadeur pour des marques, des machins. Et j'ai fait deux, trois expériences pro à droite, à gauche, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le vélo. Et en fait, ça a été juste une descente, quoi. Une descente où tu te réveilles, tu te dis, mais en fait, je suis qui? Je fais quoi? Je vais où? Comment je vais bouffer le mois prochain? Comment je vais. Et là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu vois, on fait ce podcast, mais en fait, je suis totalement dans la reconstruction du truc, hein. Là, tu arrives au moment où, petit à petit, tu vois, ça remonte. Mais j'ai eu des grosses phases très compliquées. Je me suis séparé de ma nana. 2024, ouais, j'ai plus de boulot, plus de nana, plus rien, à moitié infirme à boiter parce que je me suis éclaté le pied sur la moto 2 ans avant. Je me suis dit, putain, mais je vais vers quoi? Je vais faire quoi? Je vais vers où? Et du coup, moi, ce down là d'après-carrière, je l'ai eu là, au final, 5 ans après. Tu Ouais, vois? putain. Donc, je pense que, tu vois, rien n'est jamais acquis. On le dit, hein, dans tout, mais même ça, je pense que rien n'est jamais acquis. Ou justement, c'est pas parce que ta carrière, pendant un an derrière, tu te régales et tu fais des trucs trop cool. Et tu dis, oh, c'est bon, j'ai fait le deuil de ma carrière. En fait, je l'avais pas du tout fait. Mais absolument pas. Et aujourd'hui, je suis assez même fier de le dire que oui, j'ai fait le deuil de ma carrière. J'étais très content de faire la carrière que j'ai fait, ce que j'ai fait après, machin. Mais petit à petit, je reconstruis le truc et j'avance, en fait. Donc, selon moi, une carrière sportive, il y a plusieurs façons de la terminer. Et moi, je l'ai eu à retardement, tu vois. Et tu vois, là, Contrairement à c'est peut-être un moment où tu as plus de moments seul avec toi-même. J'aimerais savoir, c'est quoi ta relation avec la solitude? ah, moi, j'ai toujours kiffé. Ouais, la solitude, moi, ça a toujours été une nécessité. J'ai besoin de mes périodes de solitude. Alors, je suis quelqu'un, tu vois, de très souriant, de très sociable, toujours un peu à fond, une pile et blabla, et voir tout le monde et discuter, que tout le monde et appeler tout le monde. Si je dois avoir un pote, on me l'a même reproché, hein, tu vois, j'ai des amis qui me l'ont vraiment reproché presque, à me dire, écoute, c'est bien, mais quand je t'appelle pour aller boire un coup, c'est pour aller boire un coup avec toi. Tu vois, qu'on se voit et qu'on discute. C'est pas pour aller boire un coup avec toi et un peu notre pote et notre pote. Et en fait, moi, j'ai du mal à faire ça parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde tout le temps. Donc, du coup, je vois tout le monde à la fois. Mais pour autant, j'ai besoin de me retrouver tout seul. Alors ça, je le faisais avant, je partais beaucoup à la montagne, je marchais tout seul. Et je me posais sur un caillou au sommet, là. J'y passais une demi-heure comme ça, en mode méditation, tranquille, à observer, voilà. Et j'en ai toujours eu besoin pour justement couper avec ce mode où je suis à fond avec tout le monde, avec tout le temps du monde autour, à discuter, blabla. Et pendant ma carrière, j'en avais énormément besoin. Du coup, je l'avais à travers la moto, cette solitude. Tu es dans ton casque, tu es tout seul, tu roules et tu penses. Un peu pareil que quand tu t'entraînes en vélo, mais là, tu es sur ta moto, donc tu fais pas l'effort d'eux, le machin, voilà.
Et souvent, quand je rentrais de course, il me fallait un temps avant de sortir de chez moi. Tu vois, les grands tours que j'ai pu faire, à chaque fois que je partais, tout le monde me disait, ouais, tu vas avoir un gros down d'après-tour, d'après Vuelta, parce que bah, tu es toujours sollicité, les autographes, les copains, le massage le soir, tu es réglé, tu sais. Et là, tu rentres chez toi, tu deviens plus personne et tu es chez toi tout seul. Ben moi, en fait, pas du tout. Moi, ça a été que du kiff à chaque fois. Chaque fois que je suis rentré du tour, du tour de la Vuelta, solo, à la maison, je te dis, je prenais mon petit caddie là au supermarché. Personne savait qui j'étais, chaussettes, claquettes. Allez, vas-y. Je faisais mes courses, je rentrais et terminé. Et trop bien, personne qui me parle, personne qui me demande rien. J'adorais. Et même sur des courses d'un jour et tout ça, à chaque fois, j'avais besoin. Je passais 24 heures chez moi, je sortais pas. Vraiment, je coupais. Je faisais mon petit home trainer ou alors j'allais faire 1 heure de vélo, récup. Et je sortais pas de la maison. C'était Netflix, machin, canap, détente. Et après, je commençais à rappeler les copains, les trucs, et vas-y, on va manger au resto, et ceci, et cela, quoi. Mais la solitude, pour moi, c'est une nécessité, quoi. Hmm. Même, C'est obligatoire. même encore maintenant. Même encore maintenant, ouais. J'ai du mal à le faire. J'ai vachement plus de mal à le faire, parce que quand t'es coureur, bah, t'as que ça à faire. Donc, en même temps, j'ai beaucoup plus de mal à le faire, mais pour moi, j'arrive encore de temps en temps à prendre le petit moment qui fait que tu sais, t'as la soupape c'est bon, Hmm. t'extériorises un coup, allez, c'est reparti. Bah, du coup, après, je me suis beaucoup mis à d'autres pratiques, hein. Je me suis mis au yoga, j'ai fait un peu de méditation, et j'aimerais bien en faire un peu plus d'ailleurs. Et du coup, tout ça, ça aide aussi justement à passer outre tout le reste et les problèmes de la vie et le machin. Hmm. Et c'est des disciplines totalement différentes que le vélo en mode no pain, no gain. Donc ça aussi, ça te permet de te recentrer un peu avec toi-même et te retrouver, tu vois, Hmm. sans être dans un mood voilà. Ouais, non, clairement. C'est marrant que t'en parles parce que là, ça faisait longtemps que je voulais me mettre de la méditation de manière régulière. Et là, je pense que ça va faire 5 6 jours que je suis régulier. Et franchement, c'est que 10 minutes, mais là, je vais me forcer. C'est bon, je suis rodé pour le faire. Et ça t'apporte. Tu sens déjà, là, je le sens déjà un petit peu, tu vois. Donc, je me dis, putain, si tu fais ça sur quelques mois et tout, c'est. Je pense que ça devrait être un truc qui rentre dans une prépa globale d'une équipe et tout ça. Hmm. Ça devrait être ça. Enfin, la méditation, la prépa mentale, ça devrait être inculqué direct dans les équipes ou pour les sports individuels, hein. Ouais, Mais, euh, mais ça devrait être obligatoire presque. clairement. J'aimerais savoir après quoi tu cours. Après quoi je cours? Après le kiff. J'ai envie de profiter de la vie, quoi. C'est après ça que je cours. Je me dis, je me suis restreint pendant 15 ans de ma life euh, pour de bonnes causes, hein. Mais je cours après ça, quoi. Je cours après le plaisir de vivre. Donc, t'insinues que quand t'étais cycliste pro, t'étais pas au maximum du kiff de ta vie? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que du coup, tu es réglé par tellement de choses. Tu es réglementé par tout. Tu vois, tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Il faut dormir en conséquence. Il faut s'entraîner en conséquence. En fait, ta vie est réglée pour le vélo. Tu veux boire un coup avec les copains, bah, tu peux pas parce que tu as ça. Ou à telle heure, tu es rentré, tu vas pas à la plage parce que ça fatigue. Donc, en fait, c'est que de la contrainte pour arriver à de belles choses. On est d'accord. Donc, c'est la fameuse discipline que je te disais tout à l'heure qu'il faut savoir se mettre et tout ça. Mais t'es pas au top du kiff, en fait. Ta vie est faite de contraintes. Il est où le kiff là-dedans? Et il est où tu te fais plaisir quand, en fait? Donc, non, pour moi, moi, quand j'étais en carrière, j'étais pas au sommet. Et comment se dire que du coup, quand t'es petit, t'as ce rêve, cet objectif-là, tu t'entraînes des années pour l'atteindre, tu l'atteins, et au final, tu te rends compte que c'était limite mieux avant d'atteindre cet objectif. Bah, parce que tu évolues. Après, c'est des objectifs de vie quand tu es gosse, tu vois, tu évolues. Toi, ton plaisir, il passe par certaines choses quand tu es plus jeune et par d'autres quand tu vieillis ou quand tu avances, tu vois. Donc, je pense que moi, j'y ai trouvé mon compte à un certain moment
me dépasser, parce que gagner des courses, tu vois, j'y trouvais vraiment du plaisir à ça. À me dire, OK, voilà, je me suis donné à 200% pendant 4 mois à m'entraîner, j'arrive sur l'objectif, je gagne. Tu vois, tu y trouves vraiment du plaisir, une satisfaction personnelle. Et le plaisir passe par là. Mais pour autant, après, quand tu vieillis, bah, tu trouves des plaisirs ailleurs, quoi. Tu te dis, bah, la vie, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, c'est quoi? Je vais essayer de vivre ma vie. Et là, je me fais plaisir. Et là, je suis heureux dans ce que je fais. Donc, je dis pas que tu n'es pas heureux quand tu fais du vélo, quand tu fais ton sport à 200% et quand tu as cette discipline pour arriver vraiment au top niveau, hein. Je pense que tu peux très bien être heureux, tu l'es, parce que tu as des objectifs de vie qui sont comme ça. Et parce que tu trouves ton compte comme ça, à ce moment-là de ta vie. Mais après, tu évolues. Ah, c'est sûr. Et est-ce que tu as des regrets jusqu'à maintenant? Je sais pas si on peut appeler ça des regrets. Tu vois, je pense que d'avoir géré ma carrière différemment, c'est pas un regret, mais c'est presque, tu vois, si j'avais su. Mais bon, c'est un si j'avais su. Et bon, c'est vrai que si on avait su, bah, il y a des millions de choses qu'on n'aurait pas fait de la même façon. Mais par contre, on serait pas forcément la personne qu'on est aujourd'hui, tu vois. Donc je peux pas dire que c'est vraiment des regrets. Aujourd'hui, ma carrière, j'ai pas de regrets réels dessus parce que je pense que je suis resté moi-même. J'ai fait les choses telles que je pensais être le mieux et le plus adéquat à mon mindset, à ma façon de voir les choses et à mes envies et à la personne que je suis. Donc non, je ne nourris aucun regret par rapport à ça. Tu vois, je suis resté droit dans mes baskets. Pour moi, je suis resté par rapport à qui je suis et voilà, je suis resté droit là-dedans. Donc non, j'ai pas de regrets. Je Mhm. pourrais avoir des regrets si j'avais filouté, si j'avais été à l'encontre de mes valeurs et tout ça, mais pour moi, non, j'ai jamais été à l'encontre de tout ça. Donc non, je nourris pas de regrets par rapport à ça. Mhm. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait que quand tu étais gamin, bah, t'allais tout le temps avec ton VTT, t'étais dehors, etc. Et que maintenant, la génération, bah, c'est à fond réseau, à fond rester à l'intérieur, etc. C'est quoi, toi, ta relation avec les médias? Je parle des médias de manière globale. Donc, certes, on parle des réseaux sociaux, mais j'aimerais aussi avoir ton avis sur tout ce qui est information, journaux télévisés, etc. Oh, Est-ce que tu les on va parler regardes? politique. Non, je regarde pas la télé. Ah non, non, je peux plus. Eh ben, tu sais quoi, c'est depuis gamin, je suis de cette génération-là, télé, où le soir, tu avais le téléfilm à 20h30, machin, avec tes parents, canapé, tout le monde, machin, truc. Eh ben, le Covid m'a fait vachement changer de tout ça, parce que j'ai trouvé cette télé tellement anxiogène, mais tellement une horreur. Au bout d'un moment, tu te dis, attends, 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 attends. Tu sais quoi, il fait beau dehors, je vais couper toutes les infos, on est confiné, pas confiné, machin, je m'en fous, j'étais à la campagne. En plus, autant te dire que voilà, je prenais ma moto, je partais dans la forêt, le truc, le machin. J'ai pas vécu le même confinement que tout le monde, hein, je te rassure. Mais je dis pas qu'il y a pour certains, ça n'a pas été dur, hein. Je pense qu'il y en a qui ont bien galéré, les pauvres. Mais, euh, mais pour autant, non, la télé, et c'est abrutissant, mais ça, moi, ça m'en fout. En fait, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir regarder ce qu'on a envie. Tu vois, il y a la magie d'Internet, il y a Netflix, et encore, il y a un paquet de conneries quand même sur Netflix, hein, mais il y a YouTube où tu peux vraiment cibler ce que tu as envie de regarder. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de chaînes YouTube percent parce que bah, les gars, ils font du contenu spécialisé. Les gens qui veulent voir des trucs de vélo, bah, ils arrivent à trouver des chaînes de vélo. Voilà, ça parle que de ça. Et aujourd'hui, bah, la télé, pour moi, c'est abrutissant. Alors, il y a des belles choses, hein, qui se font. Il y a toujours des chaînes qui proposent des très belles choses, des très beaux docus, des très belles émissions, et voilà. Mais 80%, c'est creux, quoi. C'est creux à mourir. Alors, tu as les infos qui sont. Alors, je sais pas si c'est biaisé ou pas. Il y en a qui disent blanc, l'autre qui disent noir et machin. Mais en fait, tout est mauvais tout le temps. C'est tout le temps mauvais. C'est toujours des infos. Il se passe ça dans le monde et ça va pas. Et ça. Ouais, mais toi, dans ta vie, qu'est-ce qui va pas, en fait? Déjà, comment ça se passe, toi, dans ta vie? Je dis pas qu'il faut être égoïste et penser qu'à soi, mais regarde, autour de toi, tu as une famille qui t'aime, tu as un job que tu kiffes, tu as des activités que tu adores. Ben voilà, tout se passe bien, tu vois. Donc, avant de regarder toute la misère du monde qui nous passe à la télé, je dis pas qu'il faut pas la regarder, c'est important. Mais si tu t'es tanké devant ta télé, en fait, tu vois de la misère en permanence.
tu vois toujours du mauvais. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'après tu sois bien dans ta tête pour tout le reste? Il est où le truc? Et après, et si tu vois pas des mauvaises nouvelles, tu vois des abrutis qui font de la télé-réalité et tu te dis, putain, c'est ça la vraie vie. Et les mecs, ils gagnent des millions et les nanas, elles gagnent des millions à montrer leur cul. Et l'autre à dire des conneries, et ils gagnent je sais pas combien. Je te dis, non, mais les gars, et c'est ça, en fait, réussir ta vie aujourd'hui, quoi. C'est être idiot et regarder des trucs qui font bader. Et je sais pas, donc la télé, moi, no way. C'est mort. Je regarde pas J'ai une télé, mais elle me sert à aller sur YouTube, Netflix. Et voilà, dès que je l'allume, c'est pour regarder un film ou une série. Je vais pas regarder des émissions, quoi. Mais tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que, par exemple, les journaux télévisés, j'ai un avis un peu tranché là-dessus, mais l'objectif, c'est de faire des vues, d'avoir un maximum d'auditeurs. Et vu que ça fonctionne toujours, et ça montre quasiment 90% de mauvaises nouvelles, je trouve, même sur les journaux papier. Du coup, ça veut dire qu'en fait, les personnes consomment et ont envie d'avoir des mauvaises nouvelles, d'avoir des choses anxiogènes et se nourrissent de ça. Comme si elles payent pour qu'on leur dise euh, il y a eu une bombe à tel endroit, il y a eu une attaque au couteau dans le métro d'à côté, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Comme si les gens se nourrissaient de ça. Et ça, j'arrive pas à Ouais. comprendre. Et après, on s'étonne d'avoir des gens stressés pour tout, des gens qui sont pas heureux, euh, qui n'osent plus rien faire, qui voient le Ouais, mal mais partout. pour moi, les gens, ils veulent du croustillant aujourd'hui. Ils veulent du croustillant, ils veulent du waouh. Waouh, t'as vu cet immeuble, il s'est effondré. Waouh, ces gosses, ils sont en train de crever de faim dans la rue. Les gens, ils veulent ça. Mais c'est comme dans le sport. Dans le sport, tu vois, de suite, tu vas faire plus de vues parce que tu as pris une gamelle que parce que tu viens de gagner la course. Tu vois, c'est là. Il y a combien de gens qui vont liker, qui vont regarder une vidéo d'un mec qui prend une grosse boîte en moto, en vélo, en ce que tu veux. Et pour autant, ils vont pas regarder l'arrivée, ça va pas les faire chialer de voir un mec qui est champion olympique, tu vois. Donc, en fait, je crois qu'on a totalement inversé les besoins et les envies. Aujourd'hui, je pense qu'on a des gens, la société est assez malsaine sur ce point-là, où justement, on veut du croustillant, on veut du mauvais, on veut savoir ce qu'il y a de mauvais sur le voisin, on veut savoir, tu vois, ce qui fait mal pour que nous, on se rassure dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est profondément malade de tout ça. Tu le vois à la télé avec les infos, tu le vois. Et je pense on a une société qui est vraiment, qui est vraiment malade par rapport à la vision de l'autre, par rapport à ce qu'elle a envie de consommer visuellement, par rapport aux nouvelles qu'elle veut. Et je pense que c'est assez révélateur de tout ce qui se passe après dans le monde en général. Mais est-ce que c'est pas au final, en fait, moi j'ai l'impression que ça renvoie au fait que la majorité des gens sont peut-être pas du tout épanouis, pas bien avec eux-mêmes et qu'ils ont besoin que il y ait des trucs négatifs, il y ait de la merde qui se passe dans le monde, que cette personne-là, il lui arrive des soucis, que s'il se lance dans un projet, ben on va lui dire, on va tout faire pour qu'il réussisse pas son projet. Comme ça, toi, tu peux te dire, ben voilà, moi j'ai peut-être des objectifs, mais j'ai pas le courage de les faire. Et lui, j'ai réussi à lui tuer son objectif, donc il est à la même lignée que moi. Et au final, je me dis, mais c'est quand même ouf. Genre, c'est... Ah ouais, mais c'est un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est le reflet de tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Tu vois, où justement le schéma de se marier, avoir des enfants, une maison, réussir professionnellement. Et les gens courent et ont toujours couru après ce schéma-là depuis des générations. Ça a été inculqué comme ça. C'est un peu comme ça qu'on nous l'a inculqué aussi depuis jeune. L'école, c'est ça. Il faut avoir des bonnes notes tout le temps, sinon tu es un mauvais. Et si t'es mauvais, bah, t'es mis à l'écart et t'es catalogué comme un nul et comme un idiot, alors que pas du tout, des fois peut-être, mais pas du tout, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi c'est toute la société qui nous force aussi à voir les choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des tendances qui montrent que ça bouge. Ça bouge parce que beaucoup se réveillent. Aujourd'hui, t'en vois combien qui plaquent des jobs de ouf et tout du jour au lendemain pour aller faire de la permaculture au fin fond de l'Ariège, tu vois. Le mec, il se dit, non, mais c'est bon, moi j'ai débranché. Le gars, il est ingénieur en je sais pas quoi, il prend 10 plaques par mois.
il a la Tesla, il a la famille, il a le machin, il a la belle baraque en ville et compagnie. Et non, il plaque tout pour aller faire des fleurs bio, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience dans notre génération, surtout, où, ce qu'on disait tout à l'heure, pour le boulot, où il n'y a plus besoin d'avoir le boulot où tu es dedans depuis 25 ans, où les gens, ils veulent être heureux et ils veulent profiter de la vie. Donc, petit à petit, des choses changent. Mais pour autant, on reste une société malade sur tout ça. Et tu le vois dans les sociétés, je te parle des entreprises plutôt, aujourd'hui, où tout le monde marche sur tout le monde parce que tu veux être le meilleur. Et si t'es pas bon, tu vas faire en sorte que le bon, il passe pour encore moins bon que toi, pour que toi, tu sois à peu près bon. Et ça, je pense que c'est de l'éducation, c'est des valeurs qui sont plus du tout inculquées. Parce que, tu vois, on le disait, l'école, à l'école, est-ce qu'on t'inculque ces valeurs-là? Pas du tout. On t'inculque à être le meilleur et avoir la meilleure note. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tricher sur le voisin et tout pour pas paraître pour le nul. Donc, tu vois, déjà, tu essayes de tout faire pour pas paraître. Tu vois? Alors qu'en fait, non, tu es toi-même. Tu vois, tu rates, on s'en fout. Ça t'apprend que il faut faire ça comme ci, ça comme ça. Donc, je pense que tout ça, c'est des bases qui sont inculquées depuis des années et depuis des générations. Et on va pas changer tout ça. Mais ça a une tendance à changer. Mhm. Mais tu vois, tu dirais que c'est quoi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour justement arriver à pas tomber là-dedans et être réellement épanoui au final dans sa vie. Moi, je pense que c'est une éducation. C'est une éducation qu'il faut avoir avec tes enfants, avec ton entourage, avec tout ça, où justement, où il faut prendre conscience des choses, il faut parler des choses et pas avoir peur d'eux, pas avoir peur d'être soi-même, en fait. Et je pense que tu as tout à gagner à rester toi-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, moi, aujourd'hui, à mon échelle, je pense que le mieux, ce serait de tout cramer et repartir sur de bonnes bases. Mais bon, on va me dire, ouais, machin, anarchiste et tout. Non, évidemment, je suis contre la violence et tout ça. Mais à un moment donné, il y a un paquet de rois à qui il faudrait couper la tête, tu vois. De rois, je dis des rois, mais ce serait des règles, ce serait des machins, ce serait, tu vois, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus sain et de plus propre. Alors bon, le problème, c'est que quand tu as des familles qui justement ont tendance à dire écoute, nous, on va gérer ça différemment, on va apprendre à nos gosses ça, 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 il faut quand même qu'il y ait un minimum d'actuel pour qu'ils passent pas pour des tarés, quoi. Et tu vois, moi, j'ai déjà eu ces conversations où on me dit, ouais, mais les enfants, ceci, tu vois, le petit ou la petite, il arrive en sixième, il lui faut un téléphone. Enfin, je veux pas qu'il y ait de téléphone. Ben ouais, mais en fait, tu vas devoir t'y mettre parce que ta société est faite comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il t'appelle pour rentrer à la maison, pour ceci, pour cela, et parce que tous les copains en auront. Donc, tu vois, il faut vivre aussi avec son temps. Même si, selon moi, il y a des trucs qui sont très néfastes pour notre société, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Donc, je pense que c'est des éducations à avoir, c'est des éducations à faire, mais les gens, ils ont des tendances. Notre génération a tendance à vraiment y arriver dessus, à prendre conscience de tout ça. Mais il y a un boulot énorme parce que de retomber dans ces travers, c'est tellement facile et c'est Mm. tellement plus simple d'avancer comme un mouton, comme tout le monde. Et t'as aucun problème. Tu fais comme tout le monde. Du coup, t'as aucun problème et tout déroule. C'est sûr que si tu commences à faire différemment, tu vas trouver deux, trois obstacles sur ta route, quoi. Après, t'as pas de problème, mais tu vas finir pas réellement heureux si t'es honnête avec toi-même. Tu sauras que t'es pas heureux réellement comme la majorité des gens parce que tu fais ce que la majorité des gens font. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu regardes, tu vois, c'est assez controversé parce que tu regardes les petits vieux à l'époque qui te disaient moi j'ai fait 60 ans dans cette entreprise, j'ai commencé à bosser à 15 ans. Tu te dis, c'est pas possible qu'il soit heureux, le type, en fait. Que le mec, il a toujours bossé toute sa vie, il avait des week-ends, et encore que, ça dépend si c'était dans l'agriculture, le machin, tu vois, c'était des métiers durs quand même. Tu dis, mais comment il a été heureux? Et en fait, eux, ils étaient heureux parce que c'était leur vie. Le travail, c'était leur vie et c'est ce leur avait inculqué. Donc, ils étaient heureux là-dedans. Et ils n'avaient pas d'autre choix, en fait. S'ils voulaient bouffer, il fallait qu'ils travaillent. Aujourd'hui, si tu veux bouffer, tu n'as pas besoin de travailler, hein.
si tu regardes bien. Si tu t'en sors pas trop mal, tu arrives à travailler un tout petit peu. Tu prends des aides à droite à gauche. Tu fais en sorte que tu aies une aide pour ceci. Tu travailles un tout petit peu pour avoir cela. Et en fait, tu n'as pas vraiment besoin de faire un 8h, 20h tous les jours et à charbonner. À l'époque, les mecs, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils s'en sortent. Ils voulaient faire bouffer la famille. Eh ben, tu vas au champ et tu fais bouffer la famille. Et c'était leur éducation aussi. Et je pense qu'ils étaient heureux pour autant. Aujourd'hui, on a tellement de choix de tout qu'on veut toujours aussi aller chercher ce qu'on n'a pas. Donc, pour être heureux, on a besoin de ce qu'on n'a pas. Tu vois, moi aussi, si j'ai envie je me dis que si je veux être encore plus heureux, bah, il me faut la dernière moto de ceci, et il me faut le dernier ordi de cela. C'est tout ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des besoins qu'on s'est créés. Donc, je pense que la frontière pour être heureux et tout, elle est très mince. Et il faut savoir recadrer vers quoi tu veux t'orienter et qu'est-ce qui va te rendre heureux. À l'époque, il l'était par le travail, parce que ça leur donnait, ça les valorisait sur qui ils étaient, ce qu'ils faisaient dans la vie et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut véhiculer d'autres choses pour enfin être heureux et pour que les gens autour de toi le soient, quoi. Au final, tu veux toujours plus, mais si certains échanges que j'ai pu avoir avec des gens qui ont eu un accident ou quoi, ben en fait, tu perds tout et tu te rends compte que ce que tu avais, c'était incroyable. C'est Ouais, ce fait de dire que tu te rends compte des... Enfin, c'est que quand tu perds les choses que tu te rends compte de leur vraie valeur. C'est un peu ouais. cette phrase-là. Mais je pense que c'est un peu la réalité des choses. Bah, c'est la réalité des choses. C'est exactement. Tu vois, si tu veux t'en rendre compte à plus petite échelle, euh, moi j'ai cet exemple tout bête, mais quand tu vas bien physiquement et tout, tu fais les choses. Tu vois, dans le vélo, par exemple, quand tu es en forme, ou pas forcément en forme, mais tu arrives à aller t'entraîner tous les jours, tout va bien, machin, tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est. Et un jour, tu te prends une grosse boîte, et là, tu as peut-être quelque chose de cassé, ou tu as des pansements à faire tous les jours, et là, ça devient l'enfer, en fait. Et là, tu te rends compte de ce que tu as perdu. Tu te plaignais avant, ouais, il faut aller s'entraîner et tout, machin, c'est compliqué. Et là, le moindre petit truc, eh ben, tu n'as qu'une envie, c'est de te rétablir pour pouvoir aller t'entraîner. Voilà, donc, tu te plains d'une chose, mais dès que tu la perds, ben, ouais, en fait, j'aimerais bien la retrouver. Donc, ça, c'est l'exemple tout bête, mais qui te montre la réalité des choses pour tout le reste. Mm. Pareil, tu as ton permis, tu te rends pas compte que ton permis, il te sert autant que ça. Et le jour où tu le perds, tu te dis, putain, c'est quand même compliqué de te déplacer, t'as plus la voiture, bien la galère, quoi. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui te font te rendre compte. Alors moi, là, je te le dis à petite échelle. Après, si tu as des gens en interview qui ont fini dans les fauteuils roulants et tout ça, c'est clair que là, tu t'en rends encore plus compte. Je pense que quand il t'arrive des choses comme ça, tu relativises différemment, tu vois. Mhm. Et, mais ouais, je pense en fait, on est des sales gosses pour y gâter. Tu vois, pour résumer la chose, c'est ça. Et tu vois, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, du coup, c'est un peu en lien avec tout ça, mais qui ont des rêves, des objectifs, mais qui au final ne les réalisent pas pour différentes raisons, manque de courage, par peur, parce qu'ils bah, ils sont clairement dans le moule de la société et ils n'arrivent pas à en sortir, ils portent trop d'attention peut-être à la vie des autres personnes, etc. Tu dirais quoi à ces personnes-là pour justement se lancer, quoi, et foncer vers ce qu'ils veulent réellement faire? Bah, de rester dans ta bulle, de rester focus sur ce que tu as envie de faire, de tenter les choses. Tu vas pas crever, quoi. Enfin, à un moment donné, enfin, ça dépend de ce que tu as envie de tenter aussi, c'est toujours pareil. Mais tu vas pas mourir, les gens autour de toi, ils vont pas moins t'aimer. Ouais, au pire, tu vas perdre de l'argent. Alors, je sais pas, ça dépend où t'en es, machin. Au pire, tu vas perdre de l'argent, au pire, tu vas perdre du temps. Mais au final, tout ce que tu as gagné, c'est x10 par rapport à ce que tu peux perdre, quoi. Donc tu vas pas aller en prison, tu vas pas, tu vois. Donc pour moi, c'est pas faire de complexe, il faut y aller, faut se lancer. T'as qu'une vie encore une fois, tu sais pas ce que demain il peut se passer. Donc bah, fonce, essaye de vivre les choses à fond telles que tu as envie de les vivre. T'occupes pas de l'impression des uns et des autres parce que les autres, de toute façon, ils vont toujours chercher à te démotiver. Ils vont toujours te dire que, ouais, mais attends, parce que là, ça va être compliqué. Ouais, mais il y a ceci, mais il y a cela. Ben non, en fait, t'en fous, tu vois. Enfin, moi, je sais que dans ma carrière, si j'avais écouté
euh, 80% des gens autour de moi, et j'aurais rien fait en fait. Donc, à la limite, si tu veux écouter des gens, écoute les gens qui t'aiment et qui te veulent du bien. Tu vois? Les seules personnes que j'ai écoutées, c'est celles grâce à qui j'y suis arrivé, et c'est celles qui étaient toujours là quand j'y étais, et c'est celles qui étaient là quand j'y étais plus. Tu vois? Donc, tous les gens qu'il va y avoir autour de toi qui vont te dire, mais lance pas ta boîte, t'es fou, ça sert à rien d'aller vendre des champignons hallucinogènes au Népal, tu vois. T'as envie de le faire? Ça te plaît? C'est un truc qui vraiment te fait vibrer? Fonce. Vas-y. C'est quoi, s'il faut demain, tu te fais taper par une voiture, tu meurs. Tu n'auras pas fait ce que tu avais envie de faire. S'il faut demain, tu finis en fauteuil roulant et ton rêve, c'était d'aller monter l'Himalaya. Ben ouais, mais tu l'auras jamais tenté, mon gars. Tu vois, et ça fait 10 ans que tu dis que tu vas le faire, tu l'as jamais fait. Regarde aujourd'hui, ben là, tu es sûr de ne pas pouvoir le faire. Tu vois, ça va être compliqué. Donc, selon moi, je pense qu'il ne faut pas faire de complexe. Il faut garder ses objectifs en vue et il faut se dire qu'au pire, on meurt. C'est quoi réussir sa vie? Ah, tu sais que tu es le deuxième à me poser la question. Euh, Réussir sa vie, c'est propre à chacun, hein. Il y en a, ça va être de gagner de l'argent, il y en a, ça va être d'avoir une Ferrari, l'autre, ça va être de s'acheter un champ, tu vois. Moi, je pense que réussir ta vie, c'est d'avoir réussi à fédérer, d'avoir réussi à faire le bien autour de toi, euh, de, d'avoir été quelqu'un de bon, tu vois, de bon humainement, d'être bien dans tes baskets, tu vois, d'être droit dans tes baskets. Et je pense que ça, c'est la base sur réussir ta vie. Après, peu importe où t'en es, hein. T'as acheté une baraque, t'as une Rolex, t'as machin, un truc. Mais si déjà t'as tout ça, à mon avis, ta vie, elle est déjà grandement réussie. Mhm. Et est-ce que tu as une phrase, toi, qui t'a accompagné et qui t'accompagne peut-être encore dans la vie? Qui m'a accompagné beaucoup, mais que j'ai pas mal perdu de vue et qui m'est très compliqué à mettre en place aujourd'hui, c'est c'est encore une question de discipline et c'est une phrase de Mike Tyson qui dit, la discipline, c'est faire quelque chose que tu détestes comme si tu en raffolais. Je l'ai longtemps fait, pour toute ma carrière, je l'ai fait, et aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de le faire. J'ai une capacité d'à peu près 7 minutes à faire quelque chose que je déteste. C'est déjà mieux que zéro. Ouais. Et avec toutes les expériences que tu as pu prendre, que ce soit dans ta vie en général, dans le vélo, dans l'après-carrière, maintenant, quand tu es en période un peu difficile post-carrière, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur tout ça, sur toutes ces étapes de ta vie et que tu pourrais transmettre aux gens? Là, on pourrait repartir à reparler des heures, hein. Mais je pense que il faut pas oublier d'où on vient pour pouvoir savoir qui on est. Et surtout, il faut pas. Je pense que toute expérience est bonne à faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle conclue quelque chose de bien ou quelque chose de mal, entre guillemets, tu vois, si ça se passe pas bien, si c'est un échec. Je pense qu'il faut le faire, il faut vivre ces échecs-là pour justement avoir de plus belles réussites derrière. C'est ça qui va t'apporter des réussites. Et c'est ça qui va te faire savourer aussi tes réussites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, se planter, c'est positif, en fait. Il faut se planter, il faut se rater, il faut essayer. Mais de toute façon, tu peux pas te planter si tu n'essayes pas. Donc, selon moi, il faut essayer. Aujourd'hui, tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels je me suis raté. Il y a plein de trucs que je peux potentiellement, entre guillemets, regretter, si je regrette rien, tu vois. Mais que je pourrais dire, putain, j'aurais dû faire ça comme ça, ça comme ça. Non, c'est que ça devait être comme ça. Il fallait que je les fasse comme ça pour me rendre compte d'eux. Donc, faites les choses, arrêtez d'en parler et faites les choses. Mhm. Juste faire. Simple et efficace. Voilà. Et maintenant, pour finaliser, c'est simple, c'est toi qui auras le droit de finaliser le podcast. Je te laisse le mot de la fin. Et le mot de la fin, bah, c'est pour moi et puis au pire, on meurt, quoi.
Voilà. Je crois qu'il y a cette phrase, elle peut tout définir. De tout contexte, de tout sujet. Au pire, on meurt. Tu vois. Il n'y a rien de pire.